Bonjour à tous. J'enregistre cette vidéo numéro 46 le 3 octobre 2025 et Francophonie Avenir la mettra en ligne dans quelques jours. Je voudrais commencer par vous montrer une citation que j'ai trouvée sur la toile. Elle est anonyme, mais elle devrait résonner comme authentique et pertinente chez tous les hommes de bonne volonté. Avant de passer en revue les dernières nouvelles, je voudrais me disculper d'une critique qui m'a été faite à propos de ma dernière vidéo. Dans la vidéo numéro 45, j'ai encouragé l'apprentissage de langues autres que l'anglais, car j'ai affirmé que l'avenir sera dominé par des puissances non anglophones. En réaction, des internautes m'ont dit que, d'une puissance hégémonique, j'encourageais mon auditoire à se jeter sous la houlette d'une autre ou d'autres futures puissances hégémoniques. À leurs yeux, on passerait d'un hégémon à l'autre. Ce n'est absolument pas mon propos, et je crois avoir été mal compris. Il est clair que le monde s'oriente de manière irréversible vers la multipolarité et que les pôles de connaissances, de développement scientifique et technique se déplacent inéluctablement vers l'Est en invalidant au moins partiellement le modèle occidental de développement qui a régné en maître sur le monde durant les 5 derniers siècles. Actuellement, apprendre une autre langue que l'anglais, pour un occidental, c'est sortir du carcan mental imposé par les anglo-saxons, par l'idéologie et leur vision du monde que leur langue sous-tend. L'image qui s'affiche à l'écran montre une rue de Taipei à Taïwan. Je ne connais pas bien les Chinois, mais j'ai vécu en Asie de nombreuses années, principalement au Japon et au Vietnam, et je peux affirmer que cette image qui fait la promotion explicite d'un mode de vie qui nous vient des États-Unis aurait été totalement impossible sans l'action de groupes de pression et d'ONG américaines présentes à Taïwan. Certains pourraient penser que j'exagère et pour vous montrer le degré d'influence que la présence états-unienne a dans la région, principalement au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan, je vous invite à écouter Laurent Michelon, un homme d'affaires qui vit en Chine depuis de nombreuses années et qui connaît bien les questions géopolitiques de la région. Il évoque en premier l'arrestation du président sud-coréen le 15 janvier 2025 suite à sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays. Écoutons-le. Mais il refuse de répondre à ses interrogateurs. Il a déclaré qu'il ne reconnaissait pas la Cour qui l'interroge. Il faut savoir que c'est son gouvernement. En fait, il ne reconnaît pas la légalité des tribunaux coréens. C'est assez intéressant parce qu'il n'a rien fait pendant toutes les années. Quel type de régime c'est ? Bon, on sait bien que c'est les Américains qui dirigent. Voilà. Il y a un général, je crois, qui est au-dessus d'ailleurs de tout Exactement. le monde. Mais sinon, entre l'exécutif et le législatif, c'est plutôt un régime présidentiel. C'est un régime présidentiel, voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'était pas en majorité au Parlement, ce qui est exactement le même cas à Taïwan, d'ailleurs. Oh, il n'y a pas que là au Taïwan, il y a d'autres endroits où c'est le cas aussi. Tout à fait. Où ça Donc, en fait, la Corée du Sud était plus ou moins contrainte par les États-Unis depuis plusieurs mois de notamment vendre des armes à l'Ukraine. Et comme il y a eu ce rapprochement stratégique entre la Corée du Nord et la Russie, 2 ans dans le conflit, il n'était pas intelligent pour la Corée du Sud de commencer à vendre des armes à l'Ukraine au moment où on sent que le conflit va se terminer, avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc le Parlement coréen a refusé, mis des bâtons dans les roues à toutes les tentatives en fait, du gouvernement coréen de vendre des armes à l'Ukraine. Et donc ça, plus le fait que lui et sa femme et un certain nombre de hauts magistrats et de membres de son gouvernement étaient tous mis en examen sur des affaires de corruption. Très corrompus, oui. Voilà, il a essayé en fait de faire un auto-coup d'État, c'est-à-dire en fait de déclarer la loi martiale pour arrêter tous les chefs de l'opposition qui, comme par hasard, sont tous des gouvernements, enfin des députés qui sont pas particulièrement anti-Corée du Nord ni anti-chinois. Ce sont des gens qui sont plutôt pour un apaisement et un dialogue avec les deux, notamment avec la Chine, ce qui a du sens. Et donc, il était, en fait, pour lui, il pensait qu'en déclarant la loi martiale, il pouvait mettre tout le monde au cachot et pouvoir faire ce qu'il voulait, en fait, ce que les Américains voulaient. Parce qu'il faut bien savoir que rien ne se fait en Corée du Sud sans l'assentiment des Américains, notamment de l'armée américaine, comme vous le disiez, Nicolas. L'armée sud-coréenne
est chapeauté par un général 3 étoiles américain qui, dans le discours, prend le dessus de son homologue sud-coréen en cas de conflit. Mais il faut savoir que la Corée du Sud et la Corée du Nord sont techniquement toujours en conflit, puisqu'elles n'ont jamais signé d'accord de paix. Donc en fait, dans les faits, l'armée sud-coréenne est sous commandement américain. Il s'est passé la même chose au Japon il y a quelques mois, ils ont mis un 3 étoiles par-dessus. Ah oui, bon au Japon, oui, mais ça, ça passe en dessous du radar des médias. Un Américain, 3 étoiles, qui maintenant, pareil, en cas de conflit, prendra le contrôle des forces conjointes américano-japonaises. Et alors, est-ce que ça pourrait arriver à Taïwan? Pourquoi? Alors, ça pourrait arriver à Taïwan pour 2 raisons. D'abord, le nouveau président, lui aussi toujours séparatiste, est en minorité au Parlement. Récemment, les 2 partis d'opposition principaux, qui sont sont pas des partis pro-Chine, mais qui sont des partis pour une bonne relation avec la Chine, comme à l'époque du président Ma Ying-jeou, où il y avait des échanges dans les 2 sens très fructueux. Oui. Et en fait, donc les 2 partis au Parlement ont senti venir, en fait, les 2 partis d'opposition au Parlement ont senti venir la possibilité d'une déclaration de loi martiale. Parce qu'en fait, le président, qui est très vocal en fait sur cette question de l'indépendance, n'a pas la possibilité de passer légalement, de passer un décret présidentiel ou de passer par le Parlement pour déclarer l'indépendance. Donc sa seule option, c'est la loi martiale. Donc les 2 partis d'opposition se sont votés des droits de surveillance supplémentaires sur l'armée, sur le palais présidentiel, sur les services de renseignement taïwanais. En fait, il y a vraiment des droits, des droits supplémentaires de surveillance sur toutes les communications entre ces bureaux-là. Et il se trouve que la Cour constitutionnelle de Taïwan a annulé ce vote parlementaire. Donc là, on est vraiment en déclarant qu'elle était inconstitutionnelle. Et c'est là qu'on se rend compte en fait C'est ce temps là. Oui. Voilà, c'est la même chose qui s'est passé en Roumanie, où un vote a été annulé par la Cour constitutionnelle. Et on se rend compte en Allemagne. Bientôt en Allemagne. Et on voit que là, à Taïwan, la Cour constitutionnelle, les 11 juges sur 15 ont été tous nominés par l'ancienne présidente de Taïwan, elle également du même parti indépendantiste. Et là, il y a un grand débat à Taïwan en ce moment qui se pose la question, mais pourquoi est-ce que la nomination de la Cour constitutionnelle est intégralement dans les mains du président ? Alors qu'il devrait y avoir des partis d'opposition qui seraient inclus dans la négociation. Pas du tout. Donc voilà, on voit vraiment que les États-Unis font, en fait, quand les résultats de la démocratie ne leur conviennent pas, ils trouvent un moyen, ce qu'ils appellent en anglais le lawfare, qui est en fait la guerre juridique, de passer par les cours constitutionnelles pour annuler les résultats de la démocratie et faire passer de toute façon les gens qu'ils avaient l'intention de faire passer. On connaît bien ça en France, non ? À laquelle ça peut mener ce genre de choses, parce qu'on parle toujours de la Chine on procès d'intention en disant la Chine va envahir Taïwan. Mais ça, c'est uniquement une déclaration américaine. La Chine n'a jamais émis de menaces physiques ou militaires sur Taïwan. Elle a juste dit, si vous franchissez la ligne rouge qui est la déclaration d'indépendance, l'option militaire sera sur la table, parmi d'autres. Il y a aussi le blocus économique, ce qui d'ailleurs serait grandement suffisant. Mais il y a ce vocable militaire qui est toujours mis en avant par les États-Unis, ce qui fait que la population taïwanaise commence vraiment à s'inquiéter de à quelle sauce ça va être mangé. Et on l'a vu la semaine dernière, là aussi, rien dans les médias en Occident, une manifestation à Taipei, anti-gouvernementale, donc anti-séparatisme, 150 000 personnes dans la rue, ce qui est 3 fois plus que les manifestations précédentes qui étaient pour l'indépendance et des choses comme ça. Donc quand il y a 50 000 à 100 000 personnes dans les rues qui manifestent contre Pékin, là on en parle partout dans les médias, mais quand il y a 150 000 qui manifestent contre justement le fait que Taïwan est en train de devenir une poudrière, que c'est un stock d'armes pour l'armée américaine dans toute l'Asie, que les gens, les Taïwanais qui ne demandent ni la réunification immédiate, ni l'indépendance immédiate. Eux, les 90% des Taïwanais sont pour le statu quo. Voilà, laissez-nous vivre, laissez-nous faire des affaires. Et là, ils se retrouvent vraiment pris en otage, surarmés. S'il y a des armes sur le territoire, il va falloir les utiliser. Et ça, c'est complètement à l'encontre des intérêts du peuple. C'est vous qui m'aviez dit que dernièrement, qu'en fait, ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, c'est une expression purement de géopolitique occidentale et c'est une vision complètement erronée. Hein. Oui, ça fait. Ça m'avait scotché. Et puis je le ressors à chaque fois. C'est nouveau, c'est en 2018 que le Pacific Command des États-Unis, qui est basé à Hawaï, s'est rebaptisé Indo-Pacific Command. 2018. C'est très récent. C'est très intéressant parce que il n'y a pas d'Indo-Pacifique, ça n'existe pas. Les mots, en fait, créent une distorsion de compréhension. Exact. Ça n'a aucune réalité sur le terrain. Il n'y a pas de monde Indo-Pacifique.
Voilà. Non, mais c'est vrai que ça Il y a l'Asie. On se laisse Il y a avoir. il y a l'Asie de l'Est, il y a l'Asie du Sud-Est, il y a l'Inde, il y a l'Asie du Sud. C'est la vision un peu des puissances océaniques. C'est pour ça. Donc, ils vont voir le Pacifique, alors qu'en fait, c'est pas nécessairement le point. Non, et puis on voit que la France a embrayé derrière. La France, maintenant, ne parle plus que d'Indo-Pacifique aussi. Donc on voit même le vocabulaire de la diplomatie française s'est calqué, là aussi, sur le vocabulaire anglo-américain. Oui, Qu'est-ce qu'on est souverain, dis donc. Non, mais c'est Laurent Arthur Duplessis, c'est François Martin, que j'adore, qui sont d'extraordinaires géopolitologues, mais qui emploient eux-mêmes cette expression. C'est fou. Comme on peut vite se faire parasiter. C'est pour ça. Il faut faire attention avec comme les anglicismes. Mais c'est exactement la même chose. On prend le vocabulaire. Vous m'arrachez les mots de la bouche. On adopte le vocabulaire du souverain ou de l'envahisseur, ça dépend de quel côté on se place, mais rien qu'en employant ce vocabulaire-là, on a déjà capitulé en fait. On voit ici que l'emprise sur les structures d'État par les militaires américains n'est en fait que la conséquence de l'emprise sur les esprits de la vision géopolitique américaine véhiculée bien sûr par la langue anglaise. Cette remarque sur l'ensemble géopolitique indo-pacifique que Laurent Michelon dénonce comme un anglicisme montre la force d'un calque qui vient en définitive de la langue anglaise. L'un des premiers anglicismes que j'ai dénoncé est celui de l'Amérique pour désigner les États-Unis, à méditer et surtout à retenir. À ce titre, j'ai encore trouvé un article à propos du British Council rédigé en anglais cette fois-ci et qui confirme le rôle de cette officine de propagande et de formatage des esprits sous couvert d'enseignement de la langue anglaise. L'article insiste sur le fait que, loin de faire découvrir la culture britannique, le British Council a pour but essentiel de jeter les jalons du recrutement des futures élites politiques transformées en collaborateurs zélés des anglo-saxons dans les pays où le British Council est installé. Ce recrutement démarre très tôt, comme nous l'avons vu, et la culture de ces élites a abouti aux Young Leaders que la presse internationale stipendiée par les États-Unis pousse ensuite vers les postes de pouvoir dans les divers pays du monde, en Amérique latine ou en Europe, avec par exemple le président Noboa de l'Équateur ou Macron en France. Dans ma vidéo 45, j'avais mentionné les déclarations de Macron durant le dîner de gala avec le roi Charles III qui a déclenché des réactions assez négatives comme exprimé dans la vidéo qui suit. Ce qui est vraiment déplorable pour la France, c'est cette espèce d'humiliation que nous a imposé Macron en allant plier le genou devant le roi d'Angleterre, comme un vassal. Voilà. Et ça rappelle les moments les plus tristes de notre histoire. Ça démarre avec le Louis-Philippe, à partir de 1830, où là, tout d'un coup, la politique étrangère se met complètement à la remorque de l'Angleterre. Ça se continue avec Napoléon III, puisqu'on ira d'ailleurs, l'histoire se répète, n'est-ce pas, faire la guerre en Crimée, envoyer 315 000 hommes, en perdre 95 000 qui seront morts là-bas, pour les beaux yeux de l'Angleterre, pour faire la guerre contre la Russie, donc entre 1853 et 1855. Donc finalement, une fois de plus, on revit cette attraction qui d'ailleurs est aussi un des vices de la gauche bourgeoise, cette espèce de fascination pour l'Angleterre, et donc là ils ont discuté un peu de tout, de rien. Ils ont fait des considérations sur la coopération dans le domaine du nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on va coopérer avec l'Angleterre? En plus, l'Angleterre n'est pas souveraine du point de vue de l'arme nucléaire. Elle a des vecteurs américains et elle doit demander l'autorisation pour les utiliser. Le seul pays qui est souverain en Europe du point de vue nucléaire, c'est la France. Donc on n'a absolument pas à subordonner notre utilisation de l'arme nucléaire au doigt du Premier ministre anglais ou du roi d'Angleterre. Ça ne nous intéresse pas, quoi. Donc voilà, Jeanne, au secours. Les allégeances que les phénomènes que j'ai décrits entraînent vont bien au-delà de l'altération des cultures, mais se transposent sur les économies et les conflits interétatiques. Ici, Xavier Moreau nous rappelle les implications militaires de la servitude de la France vis-à-vis de l'Angleterre. On peut ici ajouter que les dispositions anglomanes des dirigeants de la France contemporaine ont une influence directe sur leur position actuelle dans le conflit Ukraine-Russie et les financements qu'ils consentent à l'une des parties. C'est on ne peut plus clair.
J'ai affiché ici à l'écran l'un des livres de Christian Arbulot, le fondateur de l'École de guerre économique de Paris. Avec des promotions de 400 élèves chaque année, cette école forme ses étudiants aux méthodes destinées à protéger l'économie française des techniques déloyales utilisées par les sociétés internationales pour atteindre des objectifs contraires aux intérêts français, tels que les politiques de sanctions, les campagnes de dénigrement visant à abattre la concurrence, l'extraterritorialité des lois, les acquisitions frauduleuses de sociétés, les vols de brevets et autres coups tordus que les sociétés internationales et plus spécifiquement états-uniennes ont infligés à l'économie française dans les 30 dernières années. Malheureusement, son directeur n'a jamais abordé le problème de la colonisation linguistique et culturelle que la France subit de plein fouet et qui est pourtant l'un des facteurs les plus efficaces pour la pénétration des intérêts étrangers hostiles aux intérêts nationaux. Le redressement spectaculaire de la France accompli par De Gaulle à partir de 1958 comprenait un volet culturel et linguistique qui est généralement ignoré par les historiens et le grand public. Je me suis amusé à interroger Dipsic à ce sujet et voici ce que j'ai obtenu. La politique linguistique du général de Gaulle était marquée par une volonté de défense et de promotion de la langue française, tant en France qu'à l'international. Ses principales orientations consistaient en 1. Renforcement du français comme langue nationale, 2. Promotion du français sur la scène internationale, 3. Diplomatie linguistique. Il insistait pour que le français reste une langue de travail dans les institutions internationales telles que l'ONU, l'Union européenne, etc., rivalisant avec l'anglais. Ses discours à l'étranger étaient systématiquement en français, même face à un public anglophone. 4. Lutte contre l'hégémonie anglo-saxonne et indépendance culturelle. De Gaulle voyait la langue comme un rempart contre l'influence américaine. Il a encouragé les médias, le cinéma et l'éducation à privilégier le français. En 1960, il soutint la création de l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française, OPELF, précurseur de l'Agence universitaire de la francophonie. Sa politique inspira plus tard des mesures comme les quotas de chansons francophones à la radio. Il a consolidé le rôle de l'Alliance française et des lycées français à l'étranger pour diffuser la langue française. En 1966, la création des centres culturels français, les ancêtres des instituts français, s'inscrit dans cette logique. De Gaulle fit du français un enjeu de souveraineté, mêlant prestige national et résistance au déferlement de la propagande anglo-américaine à travers leurs films, leurs livres et magazines jusqu'au journal de Mickey. Les noms de Philippe Rossillon, Jean-Marcel Jeanneney, Pierre Messner, André Malraux et bien d'autres furent étroitement associés à cette politique culturelle et linguistique qui s'infiltra même au niveau du plan calcul. Lorsque j'étais élève ingénieur, je fis mes premières armes en informatique en programmant plusieurs applications scientifiques en langage PAF, un acronyme pour la programmation automatique des formules, qui était une sorte de langage Fortran totalement français et qui tournait sur une CAB 500 des machines bulles et qui préfigurait de très loin une informatique totalement française et donc totalement indépendante qui aurait vu le jour si les politiques gaullistes s'étaient perpétuées jusqu'à aujourd'hui. On pourra me rétorquer à quoi sert l'indépendance. Aujourd'hui, toutes les bases de données universitaires et de la recherche française sont ainsi à la disposition de Microsoft et des agences de renseignement états-uniennes, telles que la CIA et la NSA, qui peuvent allègrement les piller, ce qui serait impossible si on était réellement indépendant. Le domaine scientifique et celui de la recherche sont souvent oubliés par la plupart des observateurs et le suivisme de la France vis-à-vis du monde anglo-saxon est en grande partie la cause de la dégradation intellectuelle de l'université à laquelle nul n'échappe. C'est un sujet trop vaste et trop douloureux pour le détailler ici, on ne peut que l'aborder. Les réformes successives des institutions de recherche étaient officiellement destinées à dynamiser la recherche et à produire des synergies européennes.
La grande idée était de copier le système anglo-saxon et de l'imposer dans des pays de mentalité et d'organisation sociale différentes. Le changement principal fut le financement par projet, imposant de rédiger en anglais des projets expliquant en détail toutes les idées d'un chercheur et d'un laboratoire. Les projets sont ensuite envoyés à des experts anonymes, notés puis soumis à un jury assemblant des personnes qui se cooptent et décident sans appel du financement ou du rejet des projets. L'opacité de cette procédure d'attribution de crédit a démultiplié l'intrigue, le copinage et l'arbitraire, souvent aussi le communautarisme. Ces réformes ont rendu presque impossible de développer des idées nouvelles. Quand plusieurs laboratoires d'Europe collaborent, le plus souvent sur ce qu'ils savent tous faire, une part importante des crédits se perd en déplacements et réunions. Le budget de la recherche enrichit les compagnies d'aviation et les chaînes hôtelières. L'imposition de l'anglais et l'élimination de toute autre langue achèvent d'instaurer le conformisme et le flou de la pensée. Les institutions de recherche des pays d'Europe sont mises au service des pays qui les oppriment. La diversité européenne se ternit dans la grisaille de l'empire décadent de la finance et du mensonge. Le wokisme, autre forme de conformisme sans consistance intellectuelle, a récemment fait de nouveaux ravages inattendus et atteint même les sciences. Comme toutes les autres activités sociales, la recherche est frappée de langueur, parfois de paralysie. La décadence est si rapide, la déchéance déjà si profonde, que les possibilités de maintenir l'existence scientifique d'un pays comme la France s'amenuisent d'année en année. Cette décadence embrume tous les esprits, même les plus décidés. Quitter l'OTAN, une organisation qui est sous la houlette exclusive des États-Unis, et l'Union européenne, qui en est l'extension civile, et reprendre la complète souveraineté, sont les deux premières actions indispensables pour revigorer l'activité politique et intellectuelle. D'abord, il faut convaincre afin de pouvoir décider et d'agir. Après, il faudra tout reconstruire. Ces réflexions ne sont pas de moi et m'ont été communiquées par un professeur de l'École supérieure des télécommunications de Paris et auxquelles je souscris totalement. Cette américanisation linguistique de toute l'Europe a eu une conséquence inattendue, celle de l'accroissement de la fraude scientifique à une échelle industrielle. La médiocrité régnant en maître, il convient de faire semblant de briller pour avoir les avancements de carrière que l'on convoite. Le 4 août 2025, la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, le PNAS, a publié un rapport alarmant. La fraude scientifique n'est plus le fait de quelques chercheurs isolés. Elle est organisée, industrialisée et en pleine expansion. L'étude révèle l'existence de réseaux entiers d'auteurs, d'éditeurs et d'intermédiaires qui coopèrent pour inonder la littérature de travaux falsifiés, et ce à un rythme plus rapide que celui de la science légitime. Ce que l'on appelle en anglais les paper mills, les véritables usines à articles qui produisent en série des publications scientifiques fabriquées, données inventées, images recyclées, plagiats, etc. Exemple, un réseau d'images dupliquées a permis d'identifier 2213 articles connectés. Seuls 34% ont été rétractés. Le reste demeure dans les archives scientifiques. Les intermédiaires entre les auteurs et les revues garantissent l'acceptation d'articles contre paiement. Ils connaissent les failles du système, savent quels éditeurs sont corruptibles et facilitent la soumission groupée d'articles. C'est à ça que le système de publication scientifique anglo-saxon a abouti, et c'est de celui-là qu'il faut s'affranchir au plus vite. Seul le courage, la solidarité, la compétence, la volonté et surtout l'indépendance nous permettront de sortir de la médiocrité qui tue. On comprend maintenant pourquoi un pays comme la Russie a décidé d'éliminer de son sol l'organisation suisse qui administrait le baccalauréat dit international, qui, dans les faits, n'était qu'une officine pour essayer de répandre les modèles anglo-saxons et contribuer à la propagande anti-russe,
ainsi que le British Council, dont j'ai décrit le rôle précédemment, et qui est le grand-père, en quelque sorte, de l'USAID. Les autorités éducatives de la Russie ont passé au peigne fin ces organisations qui se développent en réseau et elles ont profité du sentiment anti-russe actuel qui prévaut auprès des élites occidentales pour faire le grand ménage chez elles et reprendre à 100% leur souveraineté culturelle et scientifique. Par contre, avec le renforcement des relations économiques et politiques entre la Russie et la Chine, le mandarin est devenu une langue de plus en plus attractive pour les étudiants russes. Les universités russes proposent de plus en plus de programmes en langue chinoise et certaines écoles secondaires intègrent également le mandarin dans leur cursus. Des programmes d'échange entre universités russes et chinoises encouragent également l'apprentissage du mandarin. Il ne s'agit donc pas d'une fermeture au monde extérieur, mais d'une réorientation de l'ouverture du pays vers l'Asie. Désormais, le soleil se lève à l'est. Il y a 5 ans, en 2020, 8 des 10 meilleures institutions de recherche au monde étaient occidentales, dont 3 états-uniennes. Aujourd'hui, en 2025, 8 des 10 meilleures institutions de recherche au monde sont chinoises. Un renversement complet en seulement 5 ans. Il y a quelques mois seulement, Taïwan gravait ses circuits électroniques à 7 nanomètres. Dans un premier temps, on a interdit aux sociétés occidentales de vendre à la Chine tout ce qui pouvait leur permettre d'effectuer des progrès quand ils étaient à 25 ou 30 nanomètres. Les Chinois ont finalement refusé et interdit l'importation de puces de NVIDIA prétendument les plus avancés au monde pour se concentrer sur le développement de leur propre technique de gravure des circuits intégrés. Tout récemment, Huawei annonçait qu'ils étaient à 3 nanomètres, devançant ainsi largement Taïwan. La Chine, cependant, est loin d'être la seule en lice et la Russie et l'Iran ne sont pas loin derrière. Les nations anciennement colonisées n'ont jamais produit grand-chose durant la période où elles étaient des colonies officielles, et celles qui sont mentalement occupées, comme celles d'Europe occidentale non plus. Tant que les nations européennes seront engluées dans leur anglomanie compulsive et qu'elles adhéreront aux idéologies et aux structures anglo-saxonnes qui leur sont intrinsèquement étrangères, elles ne pourront que décliner. Je voudrais ici vous faire écouter la section d'un entretien avec Alain Pascal qui a analysé la situation actuelle du point de vue d'un catholique, mais qui est très intéressant même pour un athée ou un agnostique. L'idéologie mondialiste dans laquelle on baigne aujourd'hui est l'aboutissement de l'ère révolutionnaire. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le mondialisme ? Alors c'est très intéressant, voilà. Je vais revenir sur la philosophie. La philosophie politique du mondialisme, c'est le cosmopolitisme. On est le cosmopolite. La doctrine politique du christianisme, c'est l'universalisme, c'est-à-dire que c'est universel. Le Christ s'adresse à tous les humains, toutes les races, voilà. Mais il ne détruit pas les différences. C'est-à-dire, le Christ dit d'enseigner les nations, il dit pas d'aller les détruire. Okay. Les individus, il dit pas de détruire l'humanité créée par Dieu, parce que c'est ça la théorie du genre. Quand les ennemis du christianisme, donc de Dieu, prennent le pouvoir, ce qui est le cas, et ils prônent une destruction de l'humanité créée par Dieu. Ça remonte à très loin, c'est le mythe de l'androgyne, bon, j'explique tout ça dans mes livres évidemment, qui provoque cette théorie du genre, par exemple. Voilà des exemples très concrets d'aujourd'hui. Donc, la différence, c'est que le cosmopolitisme, si vous n'avez pas de Dieu, vous êtes dans ce qu'on appelle un monisme métaphysique, il y a un être un. Et dans les ésotérismes, tout découle d'un être un, et tout doit revenir à un être un. Et à partir de ce moment-là, il faut détruire toutes les différences pour tout réunir dans un être un. J'espère que ça n'est pas trop compliqué. C'est la tour de Babel, quoi. Oui, c'est la leçon de la tour de Babel. Ouais. Dieu ne veut pas ça. Bon, il ne veut pas une langue unique, Dieu veut, et il a créé l'humanité, diversité, ouais. Pourquoi, etc., je ne sais pas. Mais si vous voulez, voilà. Donc, le mondialisme a en fait, est sous-tendu par une doctrine ésotérique, le retour au grand un, et donc on détruit toutes les différences. On détruit les nations, on les réintègre dans un grand tout, qui va être une dictature mondiale, preuve du langage inversé au nom de la liberté. Donc, fausse liberté de la Déclaration des droits de l'homme. Vous dites le citoyen se croit libre, mais en réalité est soumis à l'État. Voilà. Et on le sait dès la Déclaration des droits de l'homme,
puisqu'elle est les droits de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'initié, et du citoyen. Donc le citoyen, il n'est pas l'homme. C'est l'homme qui a la liberté, l'égalité et la fraternité. La dilution des nations européennes et des autres nations occidentales dans le projet mondialiste sous égide anglo-saxonne a entraîné une médiocrité généralisée. Le philosophe québécois Alain Deneau déclarait « Rangez ces ouvrages compliqués, les livres comptables feront l'affaire. Ne soyez ni fiers, ni spirituels, ni même à l'aise, vous risqueriez de paraître arrogant. Atténuez vos passions, elles font peur. Surtout, aucune bonne idée, la déchiqueteuse en est pleine. Ce regard perçant qui inquiète, dilatez-le et décontractez vos lèvres. Il faut penser mou et le montrer, parler de son moi en le réduisant à peu de choses. On doit pouvoir vous caser. Les temps ont changé, les médiocres ont pris le pouvoir. La révolution anesthésiante par laquelle le moyen est devenu la norme a fait que le médiocre a été érigé en modèle. C'est la médiocratie, le stade moyen hissé au rang d'autorité. Elle fonde un ordre dans lequel la moyenne n'est plus une élaboration abstraite permettant de concevoir synthétiquement un état de choses, mais une norme impérieuse qu'il s'agit d'incarner. Si nous sommes honnêtes, on est tous un jour ou l'autre moyen en quelque chose. On ne peut pas toujours être au maximum de nos capacités. Le problème, c'est que l'on nous contraint à l'être en toute chose et en tout temps. Un système qui exige avant tout de jouer le jeu. Cette expression courante pourrait bien être le slogan de la médiocratie. Elle est désormais courante et elle-même assez représentative du problème puisque pauvre sémantiquement. Elle comporte 2 fois le même mot sous 2 formes différentes. Mais, sous ces dehors ludiques, inoffensifs et enfantins, son sens est bien plus grave. Le jeu serait d'abord un ensemble de règles non écrites et de procédures usuelles, quoique informelles, auxquelles on doit se prêter si on compte arriver à ses fins. Cela passe essentiellement par certains rituels qui ne sont pas obligatoires, mais marquent un rapport de loyauté à un corps, au réseau. Mais le revers de ces mondanités, soirées, déjeuners, ronds de jambes et renvois d'ascenseurs, est violent. On tue symboliquement pour punir un manque d'allégeance au réseau, dans des contextes qui laissent au plus fort une grande place à l'arbitraire. En fin de compte, cela génère, sans que l'on y prenne garde, des institutions et des organisations corrompues au sens fort, au sens où les représentants d'institutions perdent souvent de vue ce qui les fonde en propre, au profit d'enjeux qui n'ont rien à voir avec leur bien fondé social et historique. Et la médiocratie gagne du terrain. Le fait que les Russes et les Chinois fonctionnent au centre de leur langue et de leur culture respective n'est pas étranger au progrès qu'ils enregistrent dans tous les domaines. À ce titre, je suis tombé sur un article qui comparait les langues indiennes aux langues chinoises. Les Indes et la Chine ont des populations du même ordre de grandeur, et on pourrait croire, a priori, que les potentiels humains des 2 pays sont sensiblement les mêmes. Cependant, l'homogénéité linguistique de la Chine contraste violemment avec celle des Indes. Il est vrai que les 2 pays ne sont pas totalement unifiés linguistiquement parlant, mais les langues indiennes appartiennent souvent à des familles linguistiques totalement différentes. Leur degré de différenciation est beaucoup plus prononcé que celui des dialectes chinois. Les langues indiennes possèdent fréquemment des systèmes d'écriture différents, ce qui n'est pas le cas de la Chine, à l'exception de petites minorités en proportion de la population. L'évolution historique des langues indiennes montre qu'elles ont suivi des trajectoires divergentes. Cela laisse supposer que les Indes ne pourront pas prétendre au même degré de développement que la Chine. Cela est déjà le cas, mais il est loisible de penser que l'avenir nous le confirmera encore plus. Voilà, j'ai terminé mon introduction et je vais passer aux nouvelles de ce mois sur le front des langues. La première nouvelle est le changement de nom du ministère de la Défense états-unien en ministère de la Guerre, ce qui préfigure une attitude beaucoup plus agressive des États-Unis sur la scène internationale. D'ailleurs, on peut noter que le discours de Trump et de sa haute administration est essentiellement constitué de menaces contre non seulement les nations étrangères, mais contre les ennemis intérieurs du moment. Pour parler plus directement, il s'agit de menaces contre les nations étrangères qui ne suivent pas les directives ou oukases du gouvernement états-unien, mais aussi de menaces contre les opposants politiques du gouvernement Trump.
La deuxième nouvelle est la volonté exprimée par Trump de défendre les valeurs du monde anglophone dans le discours qu'il fit le 17 septembre 2025 lors du banquet royal organisé en son honneur au château de Windsor, en Angleterre. Cependant, si l'on se base sur le contenu de tous ces discours et déclarations diverses, le monde anglophone, dont il défend les valeurs, se réduit aux pays issus directement de l'extension de la Grande-Bretagne par leur composition ethnique, excluant ainsi les ex-colonies britanniques. Il ne faut pas oublier non plus que pas moins de 68 millions de citoyens américains parlent une autre langue que l'anglais lorsqu'ils rentrent chez eux le soir après leur journée de travail. Il est loisible de penser que pour Trump, ils n'appartiennent pas non plus au monde anglophone. La troisième nouvelle concerne Zelensky, le président actuel de l'Ukraine, qui, en essayant de parler anglais aux Nations Unies à New York, a confondu des mots simples et a proposé de renforcer les skis de l'Ukraine au lieu de la défense aérienne. Si nous pouvions renforcer nos skis avec un système unifié pour abattre, ici Zelensky a hésité, le ciel avec un système unifié pour abattre les missiles et drones russes, cela obligerait la Russie à arrêter les frappes aériennes. Zelensky a dit ski, qui se prononce ski, au lieu de skies, qui se prononce skies, c'est-à-dire S-K-I-E-S. Le premier signifie ski, le second ciel. Dans ce cas, il s'agissait de la défense anti-aérienne. Here is one example of how strength can stop war. If we could strengthen our skills with a joint system to shut down skies, with a joint system to shut down Russian missiles and drones, it would force Russia to stop its attack from the sky. Plus tard, il s'est repris. Alors qu'il est russophone de naissance, il est toujours censé diriger un gouvernement qui a banni le russe au profit de l'ukrainien et de l'anglais, indispensable pour essayer de convaincre les puissances occidentales de continuer à financer son gouvernement. Curieux pour un candidat à la présidence de son pays qui s'était formellement engagé durant sa campagne à confirmer le statut du russe comme l'une des langues officielles de son pays. На Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски. Отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины. И я люблю эту страну. И не хочу быть частью другой страны. Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь. Мы все друг друга понимаем, независимо от языка. D'ailleurs, il est temps de porter un autre regard sur cette langue que l'on appelle ukrainien. Et pour cela, je voudrais vous faire écouter le témoignage de Dimitri Orlov, un américano-russe qui vit à Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'on peut distinguer les Ukrainiens de l'ouest du pays du régime actuel dirigé par Volodymyr Zelensky? Est-ce qu'il y a, selon toi, une différence d'opinion publique? Ou bien est-ce que ce sont fondamentalement les mêmes? Franchement, non. Pas vraiment. La raison pour laquelle l'ouest de l'Ukraine a pris plus d'importance pendant l'ère néo-nazie, c'est que cette région est peuplée de gens qui parlent un dialecte local, qu'on appelle ukrainien. En réalité, il y a plusieurs de ces dialectes propres à chaque village. Et souvent, ces dialectes sont tellement différents que même entre eux, ils ne se comprennent pas bien. Ce sont des patois locaux, désordonnés, qui n'ont rien d'une langue officielle. Mais c'était suffisamment proche de l'Ukrainian Standard pour faire illusion. Alors, quand tout le pays a été sommé d'arrêter de parler russe et de faire semblant de parler ukrainien, ceux qui s'en sortaient le mieux dans cet exercice, c'étaient les gens de l'Ouest. Ils sont donc montés à Kiev, ont investi les institutions, pris des postes officiels et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est du théâtre. L'Ukraine, c'est devenu une secte. Et parler ukrainien, c'est juste un rituel de plus. Mais dès que le contrôle mental s'effondre, les gens reviennent à leur nature profonde. Ce sont des Russes. Et ils recommencent à parler russe. Tu sais, c'est pas nouveau. Ce territoire qu'on appelle l'Ukraine, c'est historiquement une zone tampon. Un no man's land entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et l'Europe.
Et c'est cette position frontalière qui a toujours posé problème à la Russie. Ainsi, on comprend mieux pourquoi la population russophone d'Ukraine, qui ne comprend pas déjà l'un des dialectes ukrainiens, éprouve des réticences à l'apprendre, cette langue n'étant pas unifiée en Ukraine même, et qui, de plus, n'existe quasiment pas au niveau des sciences et des techniques. La quatrième nouvelle concerne les milliers de jeunes Ukrainiens de 18 à 22 ans qui ont fui leur pays, qui, selon les médias occidentaux, défend la liberté en Europe et qui se retrouvent à Varsovie et qui célèbrent leur premier jour de liberté en chantant en russe. Il est difficile pour l'observateur lambda d'y comprendre quelque chose, tellement la logique de ce conflit semble être pervertie. La cinquième nouvelle concerne un nouveau Trump qui a déclaré que les dirigeants européens lui attribuaient le rôle de président de l'Europe, ce qui de facto est le cas puisque les institutions européennes sont à la botte des États-Unis et aussi sous leur commandement militaire par l'intermédiaire de l'OTAN. Where they respect your president to a level that they jokingly call me the president of Europe. They call me the president of Europe, which is an honor. I like Europe and I like those people. La sixième nouvelle est une photo déjà ancienne prise à Vienne en Autriche qui parle d'elle-même. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de faire un voyage à Vienne et j'ai moi-même pu confirmer l'anglomanie de ce petit pays de langue allemande, théoriquement neutre, mais qui songe actuellement à rejoindre l'OTAN, ce qui abrogerait de facto sa neutralité perpétuelle, inscrite dans sa constitution depuis la loi du 26 octobre 1955. Cela ne l'a pas empêché de rejoindre un programme européen de défense aérienne du nom de Sky Shield en anglais, bien entendu, et pour lequel elle était donc parfaitement préparée. Un mot maintenant sur l'intelligence artificielle. On a appris que ChatGPT a été banni d'un certain nombre de pays. C'est le cas de la Russie, de Cuba, de l'Iran, de la Syrie, de la Libye, du Soudan, de la République démocratique du Congo, du Centrafrique, du Tchad et de la Chine entre autres. L'article auquel j'ai eu accès en dénombre 20. La Biélorussie et Hong Kong ne l'ont pas interdit, mais pour des raisons réglementaires, juridiques et commerciales, ChatGPT n'est pas disponible dans ces deux pays. L'interdiction est justifiée par les lieux d'hébergement des données qui sont gérés par OpenAI, qui, bien entendu, peuvent être accessibles par les officines d'espionnage et de surveillance occidentales, et plus particulièrement états-uniennes. Mais il existe une autre raison, qui est que ChatGPT produise des contenus renforçant les propagandes occidentales, souvent en opposition avec les politiques internes et externes des pays concernés. Quant au royaume bouddhiste du Bhoutan, il a également interdit ChatGPT pour préserver, dit-il, ses traditions et la culture locale. Aux États-Unis, de plus en plus d'enseignants appellent à limiter l'accès à l'intelligence artificielle car elle compromet leur instruction et incite les étudiants à la paresse en relation avec les devoirs et projets auxquels ils sont astreints. Une autre nouvelle qui mérite d'être mentionnée concerne la Lettonie. Ce petit pays balte de quelques millions d'habitants a récemment expulsé 841 de ses citoyens essentiellement russophones qui ont refusé ou ont échoué un examen obligatoire de compétences en langue lettonne. Il faut rappeler là que les russophones de Lettonie représentent 25% de la population. Cela n'a nullement fait tiquer la presse internationale qui a passé l'événement sous silence, bien qu'il viole la charte européenne des langues régionales et minoritaires. Mais il semble bien qu'il y ait des exceptions pour le russe, comme en Estonie d'ailleurs, et dont le gouvernement veut supprimer totalement les écoles privées russophones. Comme je crois l'avoir évoqué dans une vidéo précédente, si le Québec faisait de même avec sa minorité anglophone, nous aurions probablement affaire à un scandale international. De toute évidence, l'Occident, dominé par l'OTAN, veut ériger un nouveau rideau de fer avec la Russie qui commence par le bannissement de la langue russe sans se rendre compte que dans un monde ouvert et où les communications sont instantanées, un tel effort est voué non seulement à l'échec, mais est au désavantage de l'Occident. Une des meilleures preuves est la très belle réussite de la première édition d'Intervision qui a été remportée par le Vietnam à Moscou le mois dernier.
L'Intervision est le concurrent direct du concours de l'Eurovision, mais à l'inverse de l'Eurovision, qui fonctionne essentiellement en anglais, les chanteurs n'ont pas de complexe à chanter dans leur propre langue. Puisque j'ai évoqué le Québec, j'embraye ici sur un exemple brillant de bilinguisme à la canadienne, mais passons à des choses plus sérieuses. Pour de nombreux observateurs québécois, la question qui se pose désormais au Québec est l'indépendance ou l'assimilation à la majorité canadienne anglophone. Les sondages actuels donnent à l'indépendance un appui de 44%, incluant un robuste 56% chez les jeunes de 18 à 34 ans. Cette implication des jeunes est relativement récente. Une dizaine de nouveaux comités étudiants indépendantistes ont vu le jour dans les dernières semaines, signe d'un renouveau de la mobilisation dans les milieux scolaires. Ce dynamisme est porté en grande partie par le travail important du mouvement étudiant indépendantiste, avec mouvement indépendantiste MEI, avec lequel un autre mouvement qui se nomme Oui Québec collabore étroitement. Le MEI fait désormais partie du conseil d'administration de Oui Québec, renforçant la coordination entre le mouvement étudiant et la société civile indépendantiste. L'organisation reçoit du financement de l'organisme Oui Québec, de la Société Saint-Jean-Baptiste et du Fonds indépendantiste du Québec. Oui Québec et sa présidente, Camille Goyette-Gingras, est un peu comme une maman qui nous a fait sortir du nid, affirment les indépendantistes. Globalement, le niveau d'appui n'est pas tellement différent de ce qu'il était lorsque les souverainistes lancèrent la campagne référendaire de 1995. Le oui aurait d'ailleurs gagné si la tricherie n'avait pas été massive. Cela est facile à vérifier. Pour un souverainiste, il n'y a donc strictement aucune raison objective d'être défaitiste. La victoire ne sera pas facile, mais elle est loin d'être impossible. Comme la très grande majorité des immigrants qui s'anglicisent votent pour le non et qu'ils entrent par dizaines de milliers chaque année, le temps presse pour les souverainistes. Ils disposent d'une fenêtre d'opportunité de 5 ans. Après, il sera trop tard. Ottawa et le Parti libéral du Québec l'ont parfaitement compris. Et c'est pourquoi ils veulent un maximum d'étrangers au Québec. La crainte de perdre un référendum, qu'il ne faut certes pas prendre à la légère, ne se pose donc pas dans les mêmes termes qu'en 1980 ou 1995. C'est maintenant ou jamais. La province est de toute façon de moins en moins gouvernable parce que le Canada se centralise de plus en plus et le temps joue contre le Québec. De toute façon, c'est l'indépendance ou l'assimilation plus ou moins rapide dans la majorité de langue anglaise du reste du Canada. Aussi clair que ça. Le combat pour la promotion et la défense de la langue française passe donc clairement par le Québec. Certains m'ont reproché de faire de la politique, mais la langue est en elle-même un sujet éminemment politique, comme l'avait bien compris le général de Gaulle. L'étude de l'interaction de la langue avec ce qu'elle permet de faire ou de défaire est inévitable dans un discours sur la langue. Les cours de français que nous avons suivis au collège et au lycée n'étaient pas constitués que d'orthographe, de grammaire et de syntaxe, mais se basaient aussi sur des textes qui nous faisaient réfléchir sur l'être humain, sur les sociétés et leur histoire, sur les conflits et les guerres. On nous demandait d'écrire sur ces textes des rédactions et autres dissertations. J'ai également fait le choix délibéré d'étendre mon propos à de nombreuses autres langues qui peuvent être utilisées, soit comme levier stratégique de puissance, soit qui sont en situation de déclin, suite à des agressions extérieures qui peuvent prendre diverses formes. Chaque mois, j'essaie de soulever des aspects nouveaux aux questions qui se posent dans ce combat protéiforme. Si vous avez apprécié cette vidéo, rediffusez-la sans modération. Signalez-la aux organisations souverainistes. Abonnez-vous à la chaîne. Apposez un pouce bleu à la vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux et pensez à faire un don à Francophonie Avenir, dont le but est de redonner à la francophonie internationale la place qu'elle doit reconquérir. Bonne fin de journée à tous.